Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis un masque un peu tendance, hein. Moi, je pense qu'on se baladerait dans la rue, ça serait pas mal. Si on était armé, ça serait mieux, hein. Ça permettrait d'éliminer les malades, hein. Bon, trêve de plaisanterie, un petit peu de physique, hein, comme d'habitude. Correction des exercices. Et puis, on va aborder le dernier chapitre. Donc, je pense vous faire une petite évaluation entre-temps. Bon, alors, je vous ai donné un certain nombre d'exercices qui n'étaient pas forcément très simples. C'était un petit peu long, mais bon, sachez qu'on est sur la fin, donc il faut bien maîtriser la totalité des choses, hein. Et donc, je vous avais donné, alors je ne sais plus si je vous avais donné le numéro 11, en tout cas, le numéro 11 est intéressant parce qu'il vous pose le problème des chiffres significatifs. Donc, attention à ne pas donner trop de chiffres significatifs, à moins que vous ayez une très grande précision au départ. Bon, rien de particulier sur le numéro 11. Numéro 12. On regarde la courbe rouge de l'exercice numéro 12, page 393. Donc on voit très bien qu'il y a un creux à cette courbe rouge aux environs de entre 1,3 et 1,65 micromètres, hein. On est dans l'infrarouge. Et le minimum se situe aux environs de 1,5 micromètres. Dans ce cas-là, on a à peu près 5% d'atténuation, ce qui signifie que tous les kilomètres, on perd 5% du signal. On vous demande au bout de 100 km combien il en restera, puisque on vous dit tous les 150 ou 100 km, on place des amplificateurs. Bon, alors pour quelle raison? Tout simplement, si vous faites au bout d'un kilomètre, il y a 0,95 du signal, hein. Si on part d'un signal faisant 1, au bout de 2 km, on multiplie par 2 pour avoir, on multiplie, je veux dire, 0,95 par 0,95. Évidemment, vous allez voir que ça diminue. Et au bout de 100 km, il nous reste 0,0059, ce qui fait à peu près même pas 1% du signal, ce qui est très faible. Donc on est obligé de l'amplifier pour ne pas le perdre, hein, tout simplement. Bon, le numéro 13, il est corrigé, je ne vais pas revenir dessus, hein. Le numéro 13 fait appel à des connaissances de seconde, avec, vous savez, les spectres d'émission et les spectres d'absorption, en rapport avec les sauts énergétiques des niveaux d'énergie. Évidemment, il s'agit de la même chose, hein, simplement au niveau des radiations atomiques. Le numéro 21. Alors, le numéro 21, on vous dit qu'on va ralentir un jet d'atomes en l'éclairant avec un faisceau laser, hein, dont la longueur d'onde ou la fréquence est choisie de manière à ce que les atomes puissent absorber le photon. Et on a alors quelque chose qui est assez extraordinaire. On a une variation de la vitesse de l'atome. Cette variation de la vitesse de l'atome correspond à cette formule. Bien. Donc évidemment, il faut que la fréquence corresponde à une absorption, donc une transition électronique. Bien. Donc si on fait la différence de vitesse comme on nous demande pour un atome de sodium et la radiation correspondante, on a ce calcul-là, hein. On fait effectivement le calcul qui est ici exposé. Donc on a H nu sur MC et on a ce résultat-là logiquement. Alors nu toujours les petits chiffres significatifs, attention, hein. Bien. Le petit c, on vous dit comparer la démission de vitesse à la vitesse initiale. Bon, la valeur que nous calculons est vraiment très petite par rapport à la vitesse initiale. Donc, la variation de vitesse, c'est pas très importante pour un photon. Alors, aléatoire, hein, le petit d, on vous dit, lorsqu'un atome de sodium absorbe un photon, il passe en état excité, etc., quasi instantanément. Le cycle d'absorption a une durée de 10 puissance 8, précisé, direction aléatoire, hein. Donc, aléatoire, ça veut dire que c'est quelconque. Et donc, tout l'espace est concerné, hein, toutes les directions. Par seconde, on a 10 puissance 8 photons, hein.
Et ils sont répartis uniformément dans l'espace, donc la vitesse est globalement, a priori, pas modifiée, puisque elle est soit ralentie d'un côté, soit ralentie de l'autre, soit donc a priori, elle n'est globalement pas vraiment modifiée, hein, puisque ça vient de tout l'espace, en fait. Hein. La variation de vitesse se fait en 10 puissance moins 8 secondes. Donc c'est très très petit. S'il y a une variation de vitesse, elle se fait donc de la valeur que nous avons calculée. Et on arrive à une valeur d'accélération qui semble énorme par rapport à l'accélération de pesanteur. Hein. Si on calcule la force, on arrive à ceci. Et en dernière question, le travail de la force doit correspondre à l'énergie cinétique totale que nous pouvons calculer. Et on arrive à une distance où le travail serait suffisant pour annuler l'énergie cinétique de 17 cm. Bien, en un temps très court, bien sûr. Bien. Donc, en question G, on vous dit en réalité le problème de ralentissement est un peu plus délicat puisqu'il faut modifier la fréquence du laser au cours de l'expérience pour que les photons continuent à être absorbés. Justifier cette nécessité en précisant le nom de l'effet. Alors l'effet Doppler, c'est qu'on doit s'adapter à la vitesse du sodium. Donc la fréquence du laser, si on veut ralentir l'atome, doit être inférieure à celle, je dirais, ressentie par l'atome. Donc on doit avoir une fréquence légèrement faible à celle qui serait nécessaire à l'absorption. Voilà, tout simplement. On va retrouver ça dans un autre exercice. Donc là, au niveau du numéro 22, on a quelques petites révisions. Hein. Donc, on vous rappelle que 2 fois la longueur, c'est k fois lambda, la longueur d'onde pour un laser. Donc, l'énergie initiale, c'est une énergie électrique. Hein. On excite l'atome pour qu'il passe à un état excité. Et on le fait avec une énergie électrique. Donc on a plusieurs situations évidemment puisque c'est k lambda, donc ça peut être une fois, ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois, ce qui nous amène à une longueur d'onde qui peut être, qui correspond à ceci. Et on arrive à plusieurs fréquences dont la différence, la plus petite, correspond à 500 MHz a priori. Bon, comme les radiations lumineuses sont de l'ordre de 10 puissance 14 Hz, c'est très 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 négligeable. On a une petite espèce de petite bande hein, relativement peu large en fait sur. Alors c'est pas vraiment monochromatique effectivement. Hein. Et on peut émettre effectivement des fréquences, la fréquence initiale, et puis on rajoute delta V, delta nu, pardon, qui ferait donc 1400 MHz ici. Bien. Donc, ici, le numéro 24, on parle de refroidissement par effet Doppler. Alors, on rappelle un petit peu, ça nous rappelle un peu l'exercice précédent. Donc, même chose, hein, la fréquence doit coïncider avec celle de la transition électronique. Hein. Si l'atome est immobile, on a la même probabilité, puisque nu est inférieur à nu0, on n'a donc pas d'absorption, parce que l'énergie n'est pas suffisante. Hein. Et au petit c, en fait, on a l'explication du D et du E, en fait. Hein. Quand l'atome a une vitesse, par exemple vers la gauche, seuls les photons qui viennent de la gauche peuvent être absorbés. Parce que la fréquence vue par l'atome va être augmentée, et donc il va pouvoir l'absorber, alors que celui-là, il ne va pas pouvoir l'absorber. Hein. Ça répond aussi à la question E, c'est-à-dire s'il repart dans l'autre sens, c'est l'autre qui va être absorbé. De toute façon, il va y avoir un ralentissement. Hein. Dans tous les cas. Et comme ça vient de toutes les directions, on va ralentir les atomes. Hein. De toute façon. Voilà. Bon, j'ai pas voulu être trop long. Il faudrait bien regarder ces exercices avant d'aborder un nouveau chapitre qui sera le dernier. Et je vais vous donner peut-être une petite épreuve
sur Internet à me rendre. Ça me fera une note, puisque deux petites choses. Les lunettes de protection et les gants, on s'est arrangé avec l'équipe pour les donner aux soignants au début du confinement, donc on va en recommander. Hein. Et j'espère bien qu'on se verra pour faire quelques manipulations, hein, en ayant reçu ces protections. Normalement, l'établissement a des masques. Des lunettes de protection, il doit nous en rester en pas très bon état, mais elles sont suffisantes pour nous protéger. Je vous rappelle que si vous regardez attentivement les statistiques, vous ne risquez absolument rien. Seuls sont touchés par la maladie les gens à partir de 50 ans, admettons. Hein. Entre 50 et 65 ans, il y a une mortalité qui est de 0,3 ou 4%, un truc comme ça. Bon, à partir de 65 ans, là, ça devient un petit peu limite, dans le sens où on a quand même 3 à 4%, voire plus, hein, 10% de décès à cause du coronavirus, avec un pic à 80 ans. C'est-à-dire qu'une personne de 80 ans qui est touchée par le coronavirus a très peu de chances de s'en tirer, puisqu'on a 80% de mortalité à peu près. Hein. Donc ça tue les vieux, en gros, hein, en étant résumé. Donc vous ne risquez absolument rien. Par contre, effectivement, il faut se protéger dans le sens où vous pouvez propager le virus, bien sûr. Hein. Donc ceux qui ont le plus de soucis à se faire, ce sont les personnes âgées à partir de 65 ans. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Regardez bien les statistiques. Hein. Et moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi on ne reprend pas, vu que les maternelles sont en train de reprendre. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne rouvre pas les lycées. Mais bon, ce sont des décisions. Peut-être que certains parents ont peur, et c'est vrai que vous pouvez ramener le coronavirus chez vous, et donc toucher des personnes qui sont relativement âgés, bien sûr, puisque vous êtes contagieux même sans les signes. Voilà. Je vous souhaite bon courage, et puis je vais essayer de vous envoyer une petite évaluation à me rendre. Et profitez quand même du soleil. Hein. Voilà, allez vous baigner. Hein. On n'a pas le droit de s'étendre sur la serviette trop longtemps, mais je pense que c'est bien de sortir. Voilà. Bon courage.